Avec la bannière du fascisme flottant de manière sinistre sur la péninsule italienne, Mussolini a déclenché une tempête de tyrannie sur la terre de Dante. Vous pouvez imaginer comment, dans son acharnement impitoyable à consolider le pouvoir, il a fait taire la dissidence avec une poigne de fer et une censure implacable. Les fondements d'une Italie assombrie se sont pavés de la souffrance de ceux qui ont osé défier son autorité. Les rues d'Italie résonnaient du fracas des bottes des chemises noires, le fameux groupe paramilitaire qui servait de bras armé au régime de Mussolini. Avec des méthodes brutales et une idéologie fanatique, ces agents du pouvoir fasciste semaient la peur et la soumission parmi la population. En Éthiopie, une nouvelle forme de répression émergeait, le gaz poivré. Cette arme chimique, utilisée par les régimes autoritaires, se profilait comme un outil diabolique pour maintenir le contrôle et écraser toute tentative de résistance citoyenne. Comme l'a dit un jour Sandro Pertini, homme politique et résistant italien, la véritable grandeur ne se mesure pas en écrasant les faibles, mais en élevant les opprimés. Rejoignez-nous alors que nous démêlons l'énigme inquiétante de la sombre saga de l'Italie fasciste. Voyagez à une époque où l'ambition et la malveillance se sont entremêlées, laissant dans leur sillage une ombre de ruines. Bienvenue au conte de Léonard de Vinci. Le chemin vers le pouvoir. Violence et ambition dans la trajectoire du Duce. L'homme qui allait finalement devenir le Duce, objet de l'attention des Italiens pendant plus de 20 ans, a eu un début modeste. Né en 1883 à Predapio, en Italie, il fut influencé dès son enfance par son père, un socialiste qui l'introduisit aux idées politiques dès son plus jeune âge. Malgré cette influence, Benito montra des tendances violentes dès son jeune âge. Il travailla comme enseignant et journaliste, où il affina sa rhétorique et ses aspirations politiques. Sa brève participation au Parti socialiste italien prit fin en raison de son nationalisme et de son soutien à l'entrée de l'Italie dans la Première Guerre mondiale. On sait que dans sa jeunesse, il s'impliqua dans des bagarres de rue et montra un caractère agressif. Une anecdote célèbre est que, en tant que rédacteur en chef du journal socialiste La Lotta di Classe, il se retrouva impliqué dans de nombreux affrontements physiques avec ses adversaires politiques. Ce tempérament violent persista tout au long de sa carrière politique, où il utilisa des tactiques intimidantes et répressives pour consolider son pouvoir en tant que chef du parti fasciste et finalement comme dictateur de l'Italie. Peu avant son ascension au pouvoir en 1921, un incident laissa perplexe de nombreux observateurs. Pendant son leadership au sein du parti fasciste, Mussolini affronta violemment un groupe d'opposants politiques dans la ville de Bologne. Après l'affrontement, un témoin décrivit la scène. Mussolini frappa ses opposants avec une fureur incontrôlée, montrant une cruauté qui horrifia les présents. Ce comportement reflétait sa personnalité et se manifesta dans son style de gouvernance, caractérisé par la violence, l'autoritarisme et l'utilisation de la force policière pour maintenir le contrôle sur la population. Beaucoup de ces idéaux trouvèrent un écho dans la société italienne d'après-guerre, qui se trouvait désespérée et désillusionnée. Non seulement la population le suivait, mais il comptait également sur une milice d'hommes prêts à défier le roi, qu'il tenait pour responsable de la dévastation causée par la participation de l'Italie à la Première Guerre mondiale. Ascension vers le pouvoir absolu, la marche vers la transformation de l'Italie. Une fois ayant une forte milice de son côté, un soutien populaire majoritaire en sa faveur et remplissant la population de peur par des actes de terrorisme, en 1922, il marcha avec son propre groupe politique, le Parti national fasciste. La marche sur Rome dura 7 jours, du 22 au 29 octobre. Pendant cette marche, le Duce constata qu'il avait le soutien du peuple italien, ce qui faisait sens, étant donné que le pays était pratiquement en ruine économiquement après la Première Guerre mondiale. Non seulement cela, l'Italie s'était jointe à la guerre aux côtés des pays alliés dans l'espoir d'obtenir des territoires autrichiens et ottomans impériaux à la fin du conflit. Cependant, ce fut un choc lorsque ces accords ne furent pas respectés, provoquant chômage, inflation et instabilité politique. La société italienne définissait ce sentiment comme « vittoria mutilata » ou « victoire mutilée » en français. Le climat politique était propice à une menace de coup d'État. Même le roi Victor Emmanuel III était pieds et poings liés, sachant que même son propre armée sympathisait avec les idées de Mussolini et de son parti. Par des pressions et des menaces de mort,
les partis socialistes du pays abandonnèrent leurs activités, laissant le parti fasciste sans opposition politique. Il ne resta plus qu'à lui attribuer l'un des postes les plus importants du pays, Premier ministre de l'Italie. Après avoir marché 7 jours avec détermination aux côtés d'une milice de 30 000 chemises noires, le 8e jour, il accéda au pouvoir, inaugurant l'un des régimes les plus impitoyables d'Europe. Dans un contexte plus large, les coups d'État par une force militaire devenaient courants en Europe. La Révolution russe fut un coup dur pour la philosophie occidentale de monarchie et de soumission absolue au roi et aux gouvernants. Alors que de nombreux communistes et partis socialistes commençaient à exiger un changement absolu dans des pays comme l'Allemagne et l'Italie, une partie de la société n'était pas du tout d'accord avec ces changements si drastiques. Face à la possibilité d'une soumission des gouvernants et de se retrouver sous le commandement des communistes, une partie de la société civile commença à se rebeller, créant et utilisant des groupes paramilitaires pour monter lentement au pouvoir et imposer l'ordre qu'elle désirait. Il n'est pas surprenant que les régimes fascistes soient en Italie et en Allemagne, ayant plusieurs points communs comme le mécontentement envers le communisme et étant complètement dévastés par la Première Guerre mondiale, ils avaient absolument besoin d'envahir d'autres nations pour les piller et approvisionner leurs économies avec des aspirations impériales. Pour Benito Mussolini, dans sa quête de se maintenir perpétuellement au pouvoir, il n'importait pas de laisser un bilan de millions de vies perdues, laissant une empreinte de dévastation en Europe qui perdura au-delà de son régime. L'ascension des chemises noires, le sombre groupe paramilitaire du Duce. En ces années-là, la violence se manifestait dans les rues à cause de cette force paramilitaire qui menaçait même la monarchie. Les chemises noires préconisaient un État fort et centralisé, où l'individu se subordonnerait à l'intérêt de l'État et de la communauté nationale. Ils soutenaient que les communistes et les socialistes étaient, entre autres raisons, à l'origine des problèmes du pays, ce qui les amenait à exercer la violence chaque fois que ces partis et dissidents s'exprimaient. Mussolini lui-même encourageait les chemises noires à commettre des crimes et à faire taire les rivaux politiques et la presse, toujours sous sa tutelle et sa protection face à la justice, pour qu'ils sèment la panique et la violence dans la société italienne. Ce groupe paramilitaire, pourrait-on dire, émergeait du mécontentement et de la tension sociale que connaissait la société italienne, en pleine période d'après-guerre, après la Première Guerre mondiale. Bien que l'Italie fasse partie du groupe des vainqueurs de ce conflit, elle fut l'un des pays les plus touchés de tous ceux impliqués, avec plus de 650 000 soldats italiens morts pendant ce que l'on appelait la Grande Guerre. Cette perte massive de vie fut une énorme cicatrice sociale. De plus, ceux qui revinrent de la guerre constatèrent que tout était en ruine et une partie de ces gens devint de nouveaux membres actifs des chemises noires. Ainsi, à peine un an après la fin de la guerre, en 1919, ce groupe fut dirigé par Benito Mussolini. Au début, il ne consistait qu'en un humble groupe paramilitaire de 200 membres, mais petit à petit, à mesure que le mouvement fasciste grandissait et que le charisme du DUS séduisait les cœurs italiens, le groupe augmentait en nombre et recrutait de plus en plus. Ils pouvaient exercer leur autoritarisme en toute liberté. On comprend la quantité de candidats qui apparurent par la suite dans ce groupe, étant donné qu'ils étaient pour la plupart des anciens combattants de la Première Guerre mondiale qui avaient abandonné leur travail, leur famille et risqué leur vie pour ensuite gagner une guerre qui n'avait porté aucun fruit. Il y avait aussi une faction des chemises noires composée de jeunes propriétaires terriens qui s'opposaient au syndicalisme et aux nombreuses objections des ouvriers. Ainsi, beaucoup d'entre eux rejoignirent les rangs des milices fascistes, les chemises noires, où ils trouvèrent un sentiment de camaraderie et un objectif à accomplir. Il est donc logique que, de seulement 200 membres, le groupe soit passé à des centaines de milliers en si peu de temps. Il n'est pas surprenant que la monarchie n'ait pas hésité à donner le pouvoir exigé par le DUS, car autrement, le résultat aurait été une guerre civile. Pendant son ascension au pouvoir, il n'était pas problématique de tuer et de commettre un nombre infini d'homicides, l'un des plus notoires étant l'assassinat de Giacomo Matteotti en 1924. Connu pour être un leader socialiste notoire, il avait dénoncé publiquement la fraude électorale perpétrée par le parti fasciste de Mussolini et avait été un critique vocal du régime fasciste. En représailles,
des membres des Chemises Noires l'ont kidnappé alors qu'il marchait dans la rue, puis l'ont emmené dans un lieu éloigné et inconnu où il fut brutalement battu à plusieurs reprises, avant d'être finalement étranglé à mort, son corps étant retrouvé plusieurs semaines plus tard dans une forêt près de Rome. Cet événement et d'autres montrent une facette de Mussolini et la face sombre du fascisme italien. Une fois qu'ils comprirent que la seule façon de maintenir le pouvoir était de semer la terreur parmi les critiques du régime et de l'isoler de toute autre idéologie politique et culturelle, ils ne s'arrêtèrent pas et mirent ce plan en œuvre. L'activité de la milice volontaire pour la sécurité nationale fut dissoute en même temps que le fascisme tomba en 1943, bien que nous parlerons de la chute du DUS plus tard. Bien qu'ils ne soient pas tous morts exécutés pendant la chute de Mussolini, certains, selon leur rang et leur participation aux crimes de guerre, furent condamnés à de nombreuses années de prison. Quoi qu'il en soit, l'histoire de ce groupe militaire prit fin lorsque le fascisme cessa d'avoir de la force en Italie en tant qu'idéologie, et il fut dissous sous l'occupation alliée dans la région. L'horreur du gaz moutarde, la conquête sanglante de l'Éthiopie. Pendant la période précédant la Seconde Guerre mondiale, Benito Mussolini, tout comme Hitler en Allemagne, consolida un contrôle total sur l'Italie, établissant un gouvernement fasciste qui exerçait son autorité sur les grandes masses, dont l'histoire remontait à l'ancien empire romain. Avec ce pouvoir imparable, Mussolini s'employa à imposer un autoritarisme féroce dans bon nombre des territoires sous son joug, parmi lesquels l'Éthiopie appartenant au continent africain. L'intention du Parti national fasciste et de son leader était d'effectuer les mêmes manœuvres que leurs ancêtres dans l'Empire romain, rendre leur nation grande aux dépens d'autres territoires. C'est à partir de ce point que commence la Seconde Guerre italo-éthiopienne entre les années 1935 et 1936. Bien qu'étant l'un des rares territoires indépendants contre les colonisateurs européens, à cause de ses ressources naturelles et de sa localisation stratégique aux yeux de Mussolini, cela n'avait guère d'importance et les plans d'invasion du territoire furent mis en œuvre. Pour justifier l'invasion, ils utilisèrent le prétexte du conflit survenu en 1934, après un affrontement armé entre des troupes italiennes et éthiopiennes dans la région frontalière de Walwal. Ayant une excuse parfaite, ils envoyèrent des troupes pour effectuer l'invasion l'année suivante. Un célèbre extrait du discours de Mussolini avant l'invasion. « Je veux rendre l'Italie grande comme elle l'a été autrefois, et pour cela je veux l'Afrique. » Les ressources et stratégies utilisées par les troupes fascistes italiennes pour soumettre la population éthiopienne furent brutales, frôlant l'inhumain. En premier lieu, ils eurent recours à des armes chimiques comme le gaz moutarde pour tuer non seulement l'armée adverse, mais aussi des civils innocents. 16 bombes étaient larguées d'un avion et pouvaient affecter d'innombrables vies. On pourrait même dire qu'il s'agissait d'un crime de guerre, compte tenu du protocole de Genève de 1925, qui interdisait l'utilisation des armes chimiques en raison des souffrances humaines qu'elles provoquaient. Pour comprendre la gravité de la situation, le gaz moutarde se caractérisait par des brûlures irréparables sur la peau, des dommages oculaires, des problèmes respiratoires et une augmentation du risque de cancer. On estime que l'utilisation de ce gaz mortel a entraîné la mort de 1500 à 5000 militaires et civils. De plus, il a causé de graves blessures difficiles à traiter chez les survivants. Pour réduire les chances de résistance, l'armée italienne exécuta également des milliers de civils de manière indiscriminée, provoquant la fin de la guerre en 1936 en faveur de l'Empire italien. Ainsi, ils réussirent à conquérir totalement le territoire éthiopien, obtenant une zone stratégique avec de grandes ressources naturelles qui les aideraient plus tard économiquement à faire face à la Seconde Guerre mondiale, telles que l'or, l'argent, le café, des terres fertiles et une multitude de minéraux et d'autres ressources pour approvisionner le peuple italien. À la fin de la guerre, Mussolini célébra grandement sur la Piazza della Vittoria avec des feux d'artifice pour plaire au peuple italien, célébrant une guerre malgré avoir laissé sous terre plus de 15 000 soldats italiens. L'ombre de la discrimination, Mussolini et le destin des Juifs en Italie. Malgré la pensée généralisée selon laquelle seuls les nazis avaient perpétré un massacre systématique contre le peuple juif, Mussolini n'a pas fait exception à la règle, ayant également agi de la sorte sur son territoire. Comparé à d'autres territoires européens, il n'y avait pas de tradition de haine contre la communauté juive. Mais pendant la décennie des années 1930,
l'Italie et son dirigeant furent influencés par des idées antisémites, ce qui donna lieu à une haine systématique de la part de l'État et ensuite de la société civile, afin de consolider leur alliance avec le Troisième Reich. Certaines justifications de Mussolini pour lancer ces messages de haine contre les Juifs ressemblaient aux idéaux qu'Hitler mettait en œuvre en Allemagne, comme par exemple la conservation de la pureté italienne, ajoutant une vision nationaliste qui excluait bien sûr les Juifs, malgré le fait que certaines communautés étaient établies en Italie depuis des centaines de générations. Ils utilisaient également la communauté juive comme bouc émissaire pour justifier la crise économique et sociale que le pays traversait. Utilisant son éloquence et son influence en tant que leader incontesté, il fit croire à toute une nation que les Juifs étaient responsables de tous leurs maux. Bien que tout ait commencé par une simple discrimination, cela s'est ensuite transformé en violence. En 1938 furent promulguées les lois raciales qui limitaient les droits des Juifs italiens à ne pratiquement pas participer à la vie professionnelle et sociale dans l'Italie impériale de l'époque, interdisant à la majorité de cette communauté minoritaire d'occuper des postes publics dans l'État, l'administration publique, la magistrature, l'enseignement et la médecine. Ils furent interdits de participer au commerce, à l'industrie et à la banque, ne pouvaient pas fréquenter les universités et aucun établissement éducatif, qu'il soit public ou privé, et ne pouvaient plus participer à des événements publics et sociaux. Leur mariage avec des femmes aryennes était interdit. Ils étaient également interdits d'accès aux lieux de divertissement tels que les théâtres, les cinémas et les clubs nocturnes. Cela constitua sans aucun doute un coup dur, car il y avait environ 40 000 à 50 000 Juifs avant le début de la Seconde Guerre mondiale, et nombreux furent ceux affectés par ces lois. En somme, ils n'étaient plus une communauté bienvenue dans l'Italie fasciste de Mussolini, et de nombreuses familles qui y vivaient depuis des générations durent maintenant émigrer vers d'autres pays comme les États-Unis entre autres. On estime qu'environ 8 000 Juifs furent déportés de force entre 1943 et 1945, après l'occupation nazie du territoire. Ces pratiques antisémites prirent fin à la conclusion de la Seconde Guerre mondiale, après la chute de Mussolini et la libération de l'Italie par les puissances alliées, mettant fin à ces lois contre les Juifs. Malgré leur survie à cette brutale tempête, des milliers de familles juives furent laissées dans la ruine économique, laissant une cicatrice irréparable. L'impact du fascisme sur la vie des femmes et des enfants, restrictions, traditions et manipulations. Sans aucun doute, dans tout conflit social, guerre ou changement de gouvernement, les civils sont les plus touchés. Et dans l'Italie fasciste, ce sont les femmes et les enfants qui ont été les plus affectés, voyant leur vie modifiée du jour au lendemain. Les enfants et adolescents devaient désormais servir dans l'armée dès leur plus jeune âge, afin de protéger leur pays à l'avenir, et les femmes devaient se conformer aux nouvelles règles sociales, à l'opposé de la vie des années 20, influencée par la France, où les femmes avaient de plus en plus d'autonomie et d'indépendance dans leur mode de vie. De même que les hommes n'avaient pas à se soucier des apparences. Après l'accession au pouvoir de Benito Mussolini, toute la société devait obligatoirement revenir aux anciennes traditions conservatrices. Les intentions, aujourd'hui sombres d'un point de vue moderne, étaient de limiter le rôle de la femme à celui de mère, épouse et femme au foyer, contrairement à son rôle public et politique. En pratique, les femmes avaient l'interdiction de participer aux travaux de l'industrie lourde, à l'ingénierie ou aux emplois traditionnellement masculins. Dans les emplois où les femmes étaient visées, il y avait un quota d'emploi, limitant le nombre de femmes pouvant être embauchées, afin de laisser ces postes aux hommes et de permettre aux femmes de remplir leur rôle traditionnel. Cela rappelle les cultures arabes, où la femme est obligée de maintenir un rôle soumis et servile, sous peine de sanctions. Pour celles qui obtenaient un emploi, elles devaient encore faire face à divers problèmes, comme un salaire inférieur, alors qu'un homme occupant le même poste était payé beaucoup plus. En général, les femmes ont subi un changement social et culturel pour revenir à des pratiques anciennes qui bénéficiaient au gouvernement. Le régime avait un plan pour augmenter la natalité dans le pays, et ce retour à une culture traditionnelle était une pièce maîtresse de cette stratégie pour accroître la population en Italie. Quel était l'objectif de Mussolini à ce sujet? Plus la population augmentait, plus l'État serait fort, défendu par une armée entraînée dès l'enfance, prête à défendre coûte que coûte leurs dirigeants, conditionnée dès leur naissance.
C'est ici que nous pouvons aborder la vie des enfants sous l'ère fasciste, l'un des plans les plus sinistres du DUS et de son régime. En ce qui concerne les enfants, c'était presque la même chose. En conséquence du plan de natalité du DUS et de son régime pour augmenter le nombre de citoyens et de futurs soldats, après 10 ans de fascisme, il était temps de commencer le lavage de cerveau des enfants, élevés dans une société utopique, les préparant mentalement à apprendre plus tard des tactiques militaires et à respecter le leader suprême. Et ainsi, en 1926, Mussolini inaugura l'Opera Nazionale Balilla, une organisation de jeunesse fasciste destinée à endoctriner et militariser les enfants italiens. Cette organisation s'occupait de la formation idéologique et physique des jeunes, les préparant à servir l'État fasciste. Avec le succès de ce programme quelques années plus tard, en 1928, fut créée la milice volontaire pour la sécurité nationale, également connue sous le nom de Chemise Noire. Cette milice paramilitaire recrutait des jeunes, y compris des adolescents, pour servir de force de frappe au régime fasciste. Tous ces programmes furent mis en place lorsque l'Italie entra plus tard dans la Seconde Guerre mondiale et en raison de ses liens étroits avec l'Allemagne nazie, Mussolini envoya de nombreux jeunes et adolescents au front. Durant ces longues décennies de la Grande Guerre, il était courant de voir des enfants qui devraient jouer avec des jouets, porter des fusils et mourir facilement dans les tranchées. Si la propagande fasciste était un succès auprès des adultes, elle l'était aussi pour les enfants, exposés à des affiches, des films, des radios, des journaux, des symboles et à la surveillance constante du DUS grâce à la propagande fasciste. Le gouvernement exigeait des enfants qu'ils adoptent dès leur plus jeune âge des valeurs telles que le courage, la discipline et la loyauté envers l'État, et les encourageait à participer à des activités physiques et sportives pour renforcer leur corps et leur esprit. Le but de ces doctrines n'était pas la santé de leur peuple, mais la préparation à une éventuelle défense ou invasion d'un territoire. Mussolini le répétait souvent, comme en témoigne cette fameuse phrase. La jeunesse italienne a besoin d'exemples, pas de conseils. Elle ne peut être réformée, elle doit être surpassée. Nos jeunes doivent savoir souffrir. Ils doivent se rappeler que tout ce dont un homme a besoin se trouve en lui-même. La jeunesse doit être éduquée pour la guerre et le sacrifice. La jeunesse est une armée en soi. La jeunesse doit être disciplinée, éduquée dans l'esprit du sacrifice et du renoncement. La jeunesse doit être préparée à la guerre, car la guerre est la forme la plus élevée d'expression de la volonté de puissance. Impact sur la société civile, la vie sous le fascisme. Le régime fasciste de Mussolini ne tolérait aucune forme d'opposition politique, en particulier envers les communistes et les socialistes. À une époque où l'idéal communiste gagnait du terrain en Europe, Mussolini rejeta fermement son arrivée en Italie. Ceux qui osaient défier le régime en recherchant un changement socialiste étaient soumis à une répression brutale de la part des autorités fascistes. Les opposants politiques étaient emprisonnés pendant des années dans des conditions inhumaines, battus à mort et réduits au silence dans les rues par les chemises noires. En règle générale, les socialistes étaient abattus en pleine rue, puis pendus la tête en bas devant tous en place publique. De plus, les conditions dans lesquelles se trouvaient les prisonniers en Italie fasciste étaient sans aucun doute parmi les pires que le pays ait connus. Les détenus devaient dormir sur des lits superposés en métal sans matelas ni oreiller. C'était particulièrement fatal pour ceux emprisonnés pour des motifs politiques tels que le communisme, considérés comme des ennemis de l'État. Parmi les autres horreurs imposées par Mussolini dans son régime, on compte la restauration de la peine de mort. Les pratiques du Duce étaient parfois d'une cruauté extrême. Lors d'un des hivers les plus rigoureux que le pays ait connus depuis longtemps, la phrase de Mussolini qui a le plus marqué les Italiens fut « Je suis heureux qu'il fasse si froid, cela nous débarrasse des débiles ». Il semble que, dans une certaine mesure, la vision du régime envers sa population visait simplement à augmenter les bénéfices économiques, à remplir les rangs de soldats ou à assurer un soutien inconditionnel au gouvernement. En revanche, pour ceux qui s'opposaient au régime ou qui étaient critiques, il n'y avait pas de retour possible car ils étaient marginalisés ou, dans le pire des cas, exécutés. Cela incluait aussi bien des femmes que des jeunes. Comme si cela ne suffisait pas, la société était encore plus surveillée après l'instauration de l'OVRA, une police secrète appelée Organisation pour la surveillance et la répression de l'antifascisme, chargée notamment de surveiller la population et d'intercepter les communications téléphoniques.
À cette époque, très peu de personnes avaient un téléphone personnel qui était réservé aux plus riches, mais même eux étaient sous surveillance car Mussolini ne voulait laisser aucun détail au hasard. De cette manière autoritaire, le régime fasciste avait accès aux conversations entre entreprises et à leurs transactions internationales, écoutait les politiciens pour détecter tout plan visant à renverser le gouvernement ou à comploter des coups d'État. De manière similaire au roman 1984 de George Orwell, la société italienne était isolée, avec une réalité altérée par la propagande et le contrôle des médias, et pratiquement sans possibilité d'action. Et c'était bien ainsi, car après l'entrée de l'Italie dans la guerre aux côtés de l'Allemagne et du Japon, le pays était pratiquement coupé du reste du monde, incapable de commercer avec les pays alliés qui constituaient ses principaux acheteurs. Ajoutez à cela que tous les efforts économiques du gouvernement étaient dirigés vers la guerre, et il n'y avait aucun soulagement pour le peuple qui, en plus de combattre et de résister, devait aussi faire face à la faim sans espoir de secours. En tant qu'État traditionnel et conservateur, le régime fasciste réprimait toutes les minorités ou individus représentant une menace pour la famille traditionnelle, et parmi les groupes visés, les homosexuels étaient les plus durement touchés, non seulement par des humiliations, mais aussi par des violences, parfois accompagnées de morts. L'article 19 du Code pénal italien promulgué en 1930 sanctionnait l'homosexualité par des amendes et des peines de prison. De plus, une loi de 1931 criminalisait la propagation de comportements antisociaux comme l'homosexualité. Peut-être l'un des scandales les plus marquants de cette période fut celui d'Umberto II, dernier roi d'Italie. Des rumeurs prétendaient qu'Umberto II était homosexuel, et bien que ces accusations n'aient jamais été officiellement confirmées, la spéculation sur son orientation sexuelle a contribué à la controverse et à l'instabilité politique de l'époque. Un autre cas notable fut celui du réalisateur italien Pier Paolo Pasolini, qui en raison de son homosexualité fit l'objet de persécutions et de censure, tant pour son orientation sexuelle que pour ses opinions politiques. Bien qu'il n'ait pas été emprisonné pour son homosexualité, il subit harcèlement et discrimination en raison de son identité et de son art provocateur, et beaucoup de studios lui fermèrent leurs portes. Voilà quel était le destin des minorités homosexuelles, mais pour les opposants et ennemis du régime fasciste, un sort bien plus terrible et horrible les attendait. Les camps de concentration sous le régime du dictateur italien n'étaient en rien similaires aux camps de détention de juifs dans les territoires occupés par les nazis, où les victimes étaient entre 5 et 6 millions, rien qu'en Pologne. Malgré cela, Mussolini et ses alliés politiques devaient agir pour non seulement faire taire les critiques du régime, mais aussi empêcher que le message du socialisme ou de tout autre parti opposant soit réprimé, que ce soit par la mort ou l'emprisonnement. Dans ces camps se trouvaient non seulement des ennemis de l'État et des Juifs, mais aussi des citoyens de pays ennemis. Compte tenu de la grande animosité entre les pays alliés et de l'Axe, ces prisonniers en particulier étaient les plus maltraités. En ce qui concerne les prisonniers britanniques, ils souffraient souvent de la famine et du manque de soins médicaux appropriés pour ceux affectés sur le champ de bataille, cruellement négligés et mourant de maladies diverses, de fièvre et d'autres affections, en plus de devoir faire face à des conditions climatiques très dures et au manque de chauffage. Pendant la guerre avec l'Angleterre, le duché se souciait peu de qui vivait ou mourait parmi les soldats britanniques. Tous souffraient de la surpopulation, c'est-à-dire qu'ils étaient tous dans des lieux bondés avec peu de mobilité, et en plus du manque d'hygiène et du contact étroit qui facilitait la propagation des maladies. Il y a eu des cas où des soldats allemands ont été placés dans ces camps de concentration, mais étant donné que l'Italie était alliée au Troisième Reich, ces prisonniers ont été traités mieux que les autres. Mais en général, personne n'a passé un bon moment dans ces camps, et dans certains cas, cela ressemblait trop au modèle nazi des camps de concentration. Bien qu'il n'y ait pas eu de site d'extermination systématique comme à Auschwitz, dans les camps de concentration de l'Italie fasciste, les exécutions sommaires étaient monnaie courante. Cela signifiait que si un prisonnier commettait un délit, ses gardiens n'avaient pas besoin d'attendre un procès pour l'exécuter, ce qui signifie qu'il pouvait exécuter autant de personnes par jour qu'il le souhaitait. Peut-on considérer cela comme un camp d'extermination à une échelle beaucoup moindre ? Croix, obéit et combat.
Le lavage de cerveau par la propagande fasciste. La stratégie qui a permis à Mussolini de rester au pouvoir pendant plus de 20 ans reposait principalement sur la propagande, un mécanisme par lequel tous en Italie devaient être familiarisés avec la figure du Duce, un nouveau leader politique avec le plan parfait pour dominer l'Europe avec son impérialisme romain. La propagande était présente dans toutes les familles italiennes pendant les années du fascisme, car le visage du Duce était partout, dans le but de faire sentir sa omniprésence à la société et de graver peu à peu ses messages et ses idéaux dans l'esprit des gens. En 1934, le régime a proposé un référendum pour que la population décide si elle était pour ou contre le Duce, ce qui a marqué un tournant pour le fascisme. La population, que ce soit par une foi authentique dans le parti ou par lavage de cerveau, a voté en faveur du parti fasciste, obtenant ainsi un taux de 99,84% des votants. Peut-être que la présence de cette image géante à la vue de tous les citoyens a influencé la décision des électeurs pour légitimer le pouvoir de l'État fasciste, et sans s'en rendre compte, la société elle-même a voté pour se mettre la corde au cou. D'autres moyens de mettre en avant et de rendre plus populaire son image étaient de prononcer des discours devant des centaines de milliers de personnes au Palazzo Venezia, à Rome, afin d'accentuer son rôle de leader incontesté, faisant revivre des empereurs comme Jules César, entre autres, qui parlaient devant des foules. Au lieu d'un débat ouvert et démocratique, le Duce faisait appel à l'émotionnel de la foule, les traitant comme de simples pièces d'échecs sur un grand échiquier. Le culte de la figure de Mussolini avait un objectif clair: promouvoir l'obéissance aveugle au leader, diminuant l'autonomie individuelle et toute critique politique. Cela a toujours été soutenu, et en janvier 1929, il a prononcé un discours laissant ses paroles controversées sur l'obéissance au leader. Il est ironique de voir comment un peuple a choisi un gouvernement qui les a ensuite torturés, assassinés et terrorisés pendant des décennies. Mais cette souffrance n'a pas duré éternellement en Italie, car une série d'erreurs du gouvernement, y compris une stratégie militaire défaillante, une économie insuffisante et une tension sociale insoutenable, a conduit à une chute anticipée, impensable pour le Duce, mais évidente pour ses alliés militaires et les hauts fonctionnaires de l'État et de la monarchie. Benito Mussolini devait être destitué de ses fonctions de ministre et emprisonné. Le début de la fin pour le Duce. Depuis sa jeunesse, Mussolini était fasciné par l'Empire romain. Il envisageait un futur pour l'Italie en tant qu'empire, avec comme grand symbole la force, l'ordre et la civilisation. Il croyait pouvoir continuer cet héritage en suivant à la lettre les doctrines militaires et politiques de cette époque. Même dans l'un de ses discours les plus célèbres, le Duce faisait référence à l'Empire romain, suggérant que tandis que les autres nations européennes étaient ignorantes de l'écriture et à peine entrées dans la civilisation, l'Empire romain avait des figures telles que César, Virgile et Auguste. Il voulait ainsi suivre cette lignée de gouvernance autoritaire basée sur les idéaux et les pratiques d'une monarchie, transformée en fascisme. Malgré ses intentions, il a négligé une partie importante de l'ancien empire romain, une armée forte. Les stratégies de combat de l'Italie pendant la Seconde Guerre mondiale furent désastreuses, et ils perdirent tant de batailles importantes que cela devint un fardeau pour le Troisième Reich. Ces erreurs furent catastrophiques, causant de nombreuses morts inutiles dans leur propre rang. Une de ces erreurs eut lieu en 1940, lors de l'invasion prématurée de la Grèce à partir de l'Albanie. Le Duce espérait une victoire assurée, mais ses aspirations étaient naïves, car l'armée de Mussolini n'était pas préparée au terrain de combat. Une coordination inefficace et un manque de préparation militaire retardèrent l'invasion de la Grèce. La même année, par ignorance, il envoya 325 000 soldats attaquer la France, 4 jours après sa reddition à l'Allemagne. Cette scène de centaines de milliers d'Italiens attaquant une nation qui avait annoncé sa reddition fut mal perçue sur la scène internationale, constituant l'une de ses plus grandes erreurs. Les décisions désastreuses du Duce ne cessèrent pas, et pour aggraver les choses, avec l'Allemagne, ils décidèrent d'envahir l'Union soviétique en 1941, malgré les recommandations contraires de leurs propres commandants. Ils s'enfoncèrent ainsi davantage dans la boue, combattant contre le monde entier aux côtés des deux nations fascistes, isolées en Europe, obéissant aux ordres d'Hitler et espérant le meilleur de leurs troupes.
La chute de Mussolini en tant que leader de l'Italie remonte au mois précédent, juillet 1943. 3 ans après avoir rejoint la Seconde Guerre mondiale, tout s'effondra pour le gouvernement en raison de la crise économique que traversait le pays. La guerre provoqua une pénurie alimentaire, de carburant et d'autres ressources de base. L'inflation atteignit des niveaux alarmants, tandis que les commerçants étaient entravés par un gouvernement qui leur interdisait de commercer avec les pays alliés. Il ne fallut pas longtemps avant que l'Italie ne subisse une pression financière due au coût de la guerre et à la perte de territoire. De plus, les défaites italiennes en Afrique du Nord et sur le front oriental, ainsi que la pression des Alliés en Méditerranée, avaient considérablement affaibli la position de Mussolini. Les hauts responsables de l'armée et de l'État commencèrent à exercer des pressions, soutenant que tous les échecs pendant la guerre étaient dus à un leadership désastreux du Duché et ils voulaient un changement de cap. C'est dans ce contexte qu'a été élaboré le plan pour destituer Mussolini à travers le Grand Conseil du fascisme. Le 24 juillet 1943, cet organe se réunit et, lors d'un vote surprenant, retira son soutien à Mussolini. Cette décision fut un coup dévastateur pour le leader fasciste, qui fut arrêté le lendemain sur ordre du roi Victor Emmanuel III. Malgré cela, Hitler ne voulait pas accepter la chute de l'un de ses rares alliés, ordonnant ainsi une opération de sauvetage audacieuse et spectaculaire, connue sous le nom d'Opération Chêne. Le 12 septembre 1943, des forces allemandes dirigées par Otto Skorzeny menèrent à bien le sauvetage de Mussolini au Gran Sasso, une montagne des Apennins centraux d'Italie. Si le leader allemand n'avait pas réalisé cet exploit tactique, le front italien aurait probablement été complètement affaibli et sa défaite aurait été inévitable. De plus, il est important de noter que plusieurs factions du gouvernement concluaient des accords avec les Alliés. Potentiellement, l'armée italienne aurait pu se retourner contre lui et la guerre aurait pris une tournure différente. La massacre de Civitella en Val di Chiana, la destitution de Benito Mussolini en tant que ministre et leader absolu de l'Italie fut l'une des nouvelles qui donna aux Alliés l'espoir de gagner la guerre et pour Hitler un possible point final dans le pouvoir. Cette nouvelle alerta son homologue en Allemagne et il dut prendre des mesures lorsque, des mois plus tard cette année-là, l'Italie signa des accords avec les Alliés, car l'intention du nouveau gouvernement italien était de revenir au camp des Alliés et de bien positionner l'Italie, en ne blâmant que Mussolini pour tout. Après le débarquement des Alliés en Italie en février 1944, le mois suivant, l'Allemagne réagit rapidement en occupant l'Italie avec 16 multiples troupes allemandes. N'étant plus alliée à Hitler, l'Italie devait se défendre de cette occupation, car les citoyens voulaient éviter que le Duce revienne au pouvoir. C'est pourquoi des massacres furent commis contre la population italienne. L'un des événements les plus dévastateurs fut le massacre de Civitella au milieu de la résistance italienne croissante. Sous le commandement du général Hans Lingemann, les troupes allemandes menèrent une opération de représailles contre le village, entraînant la mort de plus de 200 civils. Au milieu de ce carnage, l'histoire déchirante d'un soldat italien est racontée, dont les parents et les frères furent exécutés devant lui alors qu'il luttait pour sa vie dans une bataille inégale contre les forces allemandes. Ce massacre a laissé une cicatrice indélébile dans la mémoire de l'Italie, rappelant les horreurs de la guerre et la brutalité de l'occupation militaire, ainsi que la réalité déchirante de ceux piégés au milieu du conflit. Après le massacre de Civitella, la résistance italienne continua de lutter contre l'occupation allemande dans un climat de répression et de violence intense. Cependant, à mesure que l'année 1944 avançait, la situation militaire commença progressivement à changer en faveur des Alliés. Les forces allemandes étaient de plus en plus affaiblies par les avancées alliées sur plusieurs fronts, et la résistance interne en Italie continuait de saper leur contrôle sur le territoire. Finalement, en avril 1945, les forces allemandes se retirèrent d'Italie au milieu de l'avancée des Alliés depuis le sud et de l'effondrement du front au nord. Mussolini, dont le régime fantoche dans le nord de l'Italie avait perdu une grande partie de son pouvoir et de sa légitimité, fut capturé par des partisans italiens alors qu'il tentait de fuir en Suisse avec certains de ses partisans. Son destin était scellé et ce n'était qu'une question de temps avant que cela n'arrive. Même lorsqu'il apprit que les forces alliées cherchaient à libérer Rome,
Le Duce déclara ceci pour motiver ses partisans. « Nous croyons en la victoire sera la nôtre. » Cette victoire souhaitée n'arriva jamais. Le dernier atout ne fonctionna pas, et il dut faire face à son destin tragique, et pour certains, mérité. La mort du Duce. Bien que Hitler ait placé le Duce en état de semi-liberté dans la région nord de l'Italie, son influence politique et sa capacité de leadership avaient été irrémédiablement sapées. Devenu peu plus qu'une marionnette aux mains des Allemands, Mussolini continua de prononcer des discours et d'émettre des ordres depuis sa prison dorée dans le nord. Cependant, son autorité n'était plus la même, et de nombreux Italiens voyèrent sa figure avec dédain et méfiance. Pendant ce temps, dans le sud de l'Italie, le gouvernement de Badoglio, qui avait succédé au régime de Mussolini, travaillait en étroite collaboration avec les Alliés pour restaurer l'ordre et la stabilité dans le pays. À mesure que les forces allemandes se retiraient vers le nord, le sud de l'Italie devenait un refuge pour les Italiens cherchant à échapper au régime nazi. Avec l'avance imparable des forces alliées et la désintégration de l'armée allemande en Italie, la chute du régime nazi devenait inévitable. En avril 1945, les troupes alliées libérèrent enfin Milan, marquant le début de la fin pour le régime de Mussolini. La résistance italienne, enhardie par la proximité de la victoire, intensifia ses efforts pour expulser les Allemands et restaurer la liberté dans le pays. Au milieu de ce chaos et de cet désespoir, près du lac de Côme, à l'aube du 28 avril 1945, Mussolini et sa maîtresse Clara Petacci tentèrent de fuir vers la Suisse dans un convoi allemand, mais furent bientôt arrêtés par des soldats partisans. Ce qui les surprit, c'est que le Duce se trouvait dans le coffre du convoi et en plus habillé en soldat allemand. Malgré cette tentative peu créative de Benito, le soldat partisan le reconnut immédiatement, ayant vu son visage sur les murs pendant des décennies. Les soldats partisans, déterminés à punir l'homme qui avait conduit l'Italie à la ruine et au déshonneur, ne montrèrent aucune pitié. Après leur capture par les partisans italiens, Mussolini et Clara Petacci furent emmenés dans un endroit isolé dans le nord de l'Italie, le 27 avril 1945. L'autorité et le pouvoir que Mussolini avait autrefois exercés avaient maintenant disparu, remplacés par le poids accablant de la responsabilité et du jugement pour ses actions passées. Face à ses ennemis, le Duce se retrouva en position désavantageuse, sans autre arme que ses mots et son histoire entachée par la brutalité de son régime fasciste. Les partisans, décidés à rendre justice pour les crimes commis sous le régime fasciste, ne montrèrent aucune clémence. La nuit tombait sur eux, un rideau sombre qui présageait le dénouement inévitable. Finalement, le sort de Mussolini et Petacci fut scellé. Conduits dans la cour d'une villa abandonnée à Giulino di Mezzegra, ils firent face à un peloton d'exécution qui attendait leur arrivée. La froide matinée du 28 avril 1945 apporta avec elle la fin d'une époque sombre en Italie. Il existe différentes versions concernant ce qu'a dit Mussolini avant de mourir. L'une d'elles rapporte qu'il a crié « Viva Italia !» tandis qu'une autre version dit qu'il a supplié son exécuteur en criant « Non !» Quelle que soit la phrase prononcée par le Duce, toutes les versions se terminent de la même manière, par l'exécution de l'un des dictateurs les plus répressifs et violents de l'Italie. Ce jour-là a marqué un avant et un après dans le destin du pays. Non seulement les soldats partisans ont eu la satisfaction de voir le corps sans vie de l'ex-leader fasciste, mais le lendemain, le 29 avril 1945, le corps de Benito Mussolini a été transporté à Piazzale Loreto, à Milan, en Italie. Comme symbole de vengeance, ils ont décidé de l'amener à cet endroit public, car la même chose avait été faite contre les soldats nazis qui cherchaient à occuper l'Italie en 1943. Pendant le transport du Duce et le rassemblement d'autres hauts dirigeants fascistes, certains citoyens n'ont pas pu s'empêcher d'insulter le corps sans vie de Mussolini, et d'autres encore se sont permis de lui infliger des coups, des pieds et toutes sortes de sévices jusqu'à rendre sa figure méconnaissable. Aux côtés du Duce se trouvait son ministre de la propagande, Alessandro Pavolini, et le chef de la milice fasciste, Achille Staras, certains des responsables de la crise que traversait l'Italie et d'autres pays affectés. Dès l'annonce de la mort de l'ex-leader italien, des images du Duce sans vie, qui glaçaient le sang de plus d'un, ont accompagné la nouvelle, mais ont laissé d'autres satisfaits, notamment le peuple italien affecté par les atrocités du régime.
Dans les vidéos, on pouvait également voir la brutalité de la foule envers les 15 exécutés en tout. Ce récit expose le visage le plus sombre du pouvoir autoritaire, en particulier du fascisme, une idéologie politique qui a laissé sa population en ruine et qui, pendant son règne, a affecté le monde entier. Dissidents politiques, minorités, femmes et enfants, des centaines de milliers de soldats morts au combat et un gouvernement autoritaire dirigé par Mussolini qui espionnait tout le pays pour continuer à commettre des actes horribles contre l'humanité, simplement pour atteindre ses objectifs et ceux de son entourage. Les experts en histoire trouvent difficile de définir un nombre exact de morts provoquées en 20 ans par ce régime totalitaire, mais on peut affirmer qu'elles se chiffrent par centaines de milliers, voire par millions. En plus des assassinats violents commis par le gouvernement, d'autres ont souffert de persécutions, d'emprisonnements et de tortures durant cette période. En outre, les horreurs causées pendant son gouvernement, une grande partie de son idéologie et de ses stratégies pour accéder au pouvoir ont inspiré le Führer en Allemagne, donnant naissance au Troisième Reich et étant le principal moteur de la Seconde Guerre mondiale, provoquant une crise qui a laissé le monde européen en ruines et en cendres. On peut donc affirmer que le fascisme en Italie a été la graine de la série de tragédies qui ont suivi. Malgré tout, ce qui s'est passé ces 20 années de gouvernement ont été une leçon difficile pour les Italiens, tant sur le plan civil que politique et militaire, car jusqu'à ce moment-là, ils n'avaient jamais adopté un aspect totalitaire ou dictatorial, et malgré les résultats bons et mauvais, ils continuent à adopter la démocratie comme forme de gouvernement. C'est pourquoi il est très important de se souvenir du passé et de comprendre l'histoire, car comme le dit la célèbre phrase, « Celui qui ne connaît pas son histoire est condamné à la répéter ». L'Italie devrait donc suivre cela à la lettre pour ne pas retomber dans les sombres bras du fascisme.